Sale voleur. Où l'as-tu caché? Bérénice de Rochefort le foudroyait du regard, les yeux brûlants de rage, son verre de champagne tremblant dans sa main. Madame, je n'ai jamais touché à ce collier. 4 millions d'euros de diamants ont disparu. Et tu penses que je ne sais pas qui les a pris? Elle s'approcha, sa voix montant jusqu'au cri. Je le savais dès l'instant où mon mari t'a engagé. Espèce de voleur dégoûtant. J'étais en cuisine toute la nuit. Madame, elle éclata d'un rire strident et maniaque. Officier, arrêtez cette bête avant qu'il ne cache mes diamants. Le cliquetis des menottes retentit. Son fit écho sur le sol en marbre comme un coup de feu. Le chef noir, dans sa veste blanche immaculée, ne tressaillit pas. Il se contenta de la regarder. Elle avait choisi le mauvais homme à traiter de voleur, car autrefois, c'était lui qui passait les menottes aux voleurs de bijoux. 8 semaines plus tôt. Le Vésinet, Yveline. 4h45 du matin. La machine à expresso sifflait dans un petit appartement de 2 chambres au 3e étage, d'un immeuble de briques tranquille. Léandre Vienne se tenait devant le comptoir, vêtu d'un tablier de cuir usé, préparant un café avec la même concentration constante que la plupart des hommes réservent à la chirurgie. Il avait 42 ans, les épaules larges, avec ce genre de calme dans les mains qui vient de la pratique de travaux difficiles sur une longue période. Il but une gorgée de son café, puis commença sa mise en place. La pâte à pâte fraîche reposait sous un linge humide. Un turbo entier gisait sur du papier de boucher, brillant sous la lumière de la cuisine. Il dressa un seul petit déjeuner pour lui-même. Brouillé onctueux, pain au levain grillé, une demi-orange, de la même manière qu'il dressait tout le reste, avec précision et beauté, comme si quelqu'un d'important allait le manger. Sur le mur, au-dessus de sa petite table à manger, 3 objets étaient suspendus côte à côte. Un diplôme de l'école Ferrandi, Paris, une photographie du jeune Léandre en costume sombre serrant la main du directeur de la gendarmerie nationale, et un drapeau français plié à l'intérieur, d'un coffret triangulaire en verre. Avant de partir, il s'arrêta devant une petite photo encadrée sur l'étagère. Une femme aux yeux doux portant un coupe-vent de l'OCBC, Office central de lutte contre le trafic des biens culturels, tenant une tasse de café et riant de quelque chose hors champ. Il pressa 2 doigts contre la vitre. « À ce soir, bébé » murmura-t-il. Puis il prit sa mallette de couteau et franchit la porte. À 6h du matin, il franchissait les grilles en fer forgé du domaine de Rochefort. 9 hectares de pelouse impeccable, détaillée avec une perfection géométrique, et un manoir néo-classique de 4 étages trônant au centre comme dans un magazine. Le genre d'endroit où la vieille fortune vivait, derrière des murs encore plus vieux. Des sénateurs venaient ici. Des conservateurs du Louvre venaient ici. Des capitaines d'industrie venaient ici. Léandre se gara sur le parking de service, passa devant la roseraie et entra par la porte de la cuisine. Il avait été embauché il y a 3 mois par une agence de placement de luxe après une recommandation élogieuse d'un grand chef parisien. Son CV mentionnait une reconversion après une carrière dans le service public. Bérénice de Rochefort l'avait parcouru une fois avant de le rejeter de côté. La cuisine faisait 2 fois la taille de son appartement. Des casseroles en cuivre pendaient d'un support en fer forgé. L'îlot de marbre brillait sous les suspensions. Par la fenêtre, l'aube d'automne étalait des teintes roses, dorées sur la pelouse. Il inhala le thym frais du jardin aromatique, la faible douceur de la tarte au citron d'hier, et se mit au travail. Ses fonctions étaient simples sur le papier, 3 repas pour la famille, approvisionnement en ingrédients au marché d'Aligre 2 fois par semaine, et service traiteur. Pour les célèbres réceptions des de Rochefort, dont le gala annuel des fondateurs prévu dans 2 mois. En pratique, Léandre gérait la cuisine du château comme une opération d'élite. Il connaissait le nom de chaque membre du personnel. Il apprit comment les gouvernantes prenaient leur café, les anniversaires des enfants du jardinier, et l'épaule fragile du majordome. En 2 semaines, tout le personnel de la maison l'aimait en silence. Bérénice de Rochefort, en revanche, ne l'aimait pas. Elle entra dans la cuisine, ce matin-là en peignoir de soie crème, lunettes de soleil à l'intérieur, un téléphone à l'oreille. Elle passa devant Léandre comme s'il était un meuble. Puis, en pleine conversation avec une amie, elle parla assez fort pour qu'il l'entende. Adrien s'obstine à recruter pour la diversité en venant de la capitale. Je lui ai dit, on ne peut pas leur faire confiance, mais il a ses crises sociales tous les 2 ans. Elle rit. Je vais devoir compter l'argenterie ce soir. Léandre continua de couper ses échalotes. Il ne leva pas les yeux. Il ne réagit pas. Un léger sourire entendu toucha le coin de sa bouche. La façon dont un homme sourit quand il a déjà vu ce film auparavant. 2 semaines plus tard, Bérénice recevait 8 épouses de financiers, une rédactrice de Vogue et une mécène de l'opéra. Léandre servit un bar poêlé au beurre blanc, un plat qu'il avait perfectionné à Paris. La table fit silença, la première bouchée
Caroline de Valmont se pencha vers Bérénice. Où as-tu déniché un chef aussi talentueux? Bérénice sourit avec raideur, sans regarder Léandre alors qu'il servait le vin. Oh, vous connaissez Adrien. Il est dans sa phase philanthropique. Nous l'avons eu via un de ses programmes. Pour les gens, au parcours Colores. La table devint très silencieuse. Caroline baissa les yeux sur son assiette. La rédactrice de Vogue toussa. Léandre inclina la bouteille, la voix chaude. Puis-je vous resservir, madame? Il retourna en cuisine. Une seule personne à table remarqua sa mâchoire se crisper pendant une seconde, la fille d'Adrien, Cléo, 19 ans, à moitié cachée dans un coin, lisant un livre. Ce que Bérénice ne réalisait pas, c'est que la petite épingle émaillée, sur la veste de cuisine de Léandre, celle en forme de branche d'olivier, n'était pas une décoration. Elle l'enregistrait mot pour mot depuis l'entrée. 3 semaines avant le gala, le collier Cartier arriva. Bérénice l'annonça au petit déjeuner comme s'il s'agissait d'un joyau de la couronne, ce qui était presque le cas. 92 carats de diamants jaunes et blancs, une pièce que sa grand-mère avait acquise lors d'une vente aux enchères dans les années 60, estimée à 4 millions d'euros. Une pièce d'archives répertoriée. Le genre de collier qui voyageait avec ses propres certificats, son propre convoyeur blindé, et un contrat d'assurance épais comme un dictionnaire. Ce que Léandre remarqua, ce n'était pas le collier, c'était le coffre. Bérénice avait insisté pour que la pièce ne soit pas rangée dans la chambre forte principale, ni dans le bureau, mais dans le petit coffre de l'arrière-cuisine, celui encastré dans le mur juste, à côté des cuisines. Le territoire du chef. La seule pièce où un homme noir du personnel pouvait être placé de manière prévisible à n'importe quelle heure de la journée. Léandre observa depuis son poste Bastien Morel, le chef de la sécurité du domaine, l'installer personnellement. Morel était un homme trapu, d'une 50aine d'années, aux yeux froids et à l'arrogance de celui qui a fait carrière à coups de matraque. Il changea la combinaison du coffre sans en informer l'agence, contre tout protocole. Léandre glissa une plaque dans le four, détourna le regard et créa un dossier mental silencieux, puis une note. Écrite le soir même dans le carnet Moleskine, qu'il gardait verrouillé dans sa voiture. 2 matins plus tard, Bérénice fit irruption dans la cuisine en plein service. Une sauteuse sifflait sur le feu. 6 membres du personnel se figèrent. Bérénice tenait une unique boucle d'oreille en perles noires entre 2 doigts manucurés, le visage rouge de colère. Où est l'autre? Léandre leva calmement les yeux de sa planche à découper. Madame, mes perles viennent de chez Mikimoto. Ne joue pas au plus bête avec moi. Elle marcha vers lui, ses talons claquant sur le marbre comme des coups de feu. 2 gardes de sécurité se tenaient sur le seuil derrière elle, les bras croisés. Vide tes poches immédiatement devant tout le monde. Léandre posa son couteau. Il s'essuya les mains sur son tablier. Sa voix était égale. Bien sûr, Madame de Rochefort. Il vida ses poches sur l'îlot central, un objet après l'autre. Un carnet Moleskine, une cuillère de dégustation, une seule clé de voiture sur un anneau métallique simple. Rien d'autre. Pas de boucle d'oreille, pas de perles, pas même de la monnaie. Bérénice fixa la petite collection comme si elle l'avait personnellement insultée. Les gouvernantes dans l'embrasure regardaient, les lèvres entr'ouvertes. Le second de cuisine derrière Léandre restait immobile. Quelqu'un tremblait si fort qu'une louche tinta contre une casserole. Étrange, dit enfin Bérénice. Sa voix était descendue d'un ton. J'aurais juré t'avoir vu près de ma chambre ce matin. Le tablier de Léandre sentait le beurre noisette. La sauteuse derrière lui brûlait. Il ne fit aucun geste pour la sauver. Je ne suis pas monté à l'étage de toute la semaine, madame. Elle tourna les talons et sortit sans un mot de plus. La boucle d'oreille fut retrouvée dans sa propre boîte à bijoux exactement 1 heure plus tard. Il n'y eut aucune excuse, aucune rétractation, aucune mention de l'incident, jamais. Ce soir-là, Léandre rentra chez lui et déverrouilla la mallette qu'il gardait sous son lit. Elle contenait 3 objets que la plupart des chefs ne possèdent pas. Une épingle de revers discrète avec un enregistreur audio caché, légal, sous la loi française, consentement d'une des parties dans un cadre privé pour sa propre défense. Une petite caméra embarquée haute résolution qu'il installa dans son véhicule le soir même, orientée vers l'entrée de service du domaine, et un smartphone de secours effectuant un téléchargement chiffré continu vers un serveur cloud sécurisé qu'il n'avait pas touché depuis 6 ans. Il n'en parla à personne. Il ne déposa aucune plainte. Il ne prévint même pas son agence. Il commença simplement à documenter chaque entrée, chaque sortie, chaque commentaire, chaque ordre direct de Bérénice. Daté, sauvegardé, triple redondance. Puis il prit un téléphone jetable et composa un numéro de la capitale. Damien, c'est Léandre. Probablement rien,
Mais garde ton téléphone, allumé ce mois-ci. Il raccrocha avant le bip de la messagerie. Une semaine avant le gala, le second test arriva. Bérénice annonça qu'un carré Hermès à 11 000 € avait disparu de la buanderie. Cette fois, elle n'appela pas l'agence. Elle n'appela pas la gouvernante générale. Elle décrocha son téléphone et appela directement le commissariat de police. 2 officiers arrivèrent dans les 15 minutes. Le plus âgé était le brigadier-chef Girard, un homme à la mâchoire carrée qui semblait avoir répondu à 100 appels de dames. Riche ce mois-ci. Léandre fut convoqué dans le grand hall. Il arriva dans sa veste de chef, les mains propres, l'expression neutre. Bérénice était déjà en pleine représentation. Officier, c'est le nouveau, celui de la ville. Nous n'avons jamais eu de problème avant son arrivée. Elle désigna Léandre comme un suspect dans une file d'identification. Il a été seul dans le couloir de la Trisejonki, buanderie au moins 2 fois. 2 fois que je l'ai vu. Girard se tourna vers Léandre. Sa voix était professionnelle. Monsieur, seriez-vous prêt à me laisser inspecter votre sac personnel? Léandre acquiesça. Il parla clairement, assez fort pour que les policiers et son micro enregistrent chaque syllabe. Officier, je consens à la fouille de mon sac de sport personnel uniquement. Je ne consens pas à la fouille de mon véhicule, de mon casier ou de ma personne sans mandat. Je souhaite que cela soit consigné, s'il vous plaît. Girard haussa un sourcil. Il ne s'attendait pas à cette précision juridique. La plupart des employés de maison dans ces cas-là se contentent de hocher la tête et de vider leurs poches. Sans un mot de droit. C'est noté, monsieur. Léandre récupéra son sac. Girard l'ouvrit. À l'intérieur, des livres de cuisine tachés, un thermomètre à viande, une trousse à couteau, un portefeuille marron, son badge d'agence et un tablier. Plié. Rien d'autre. Pas de soie, pas de Hermès. Girard referma le sac. Il se tourna vers Bérénice. Madame, il n'y a rien ici. Les narines de Bérénice se dilatèrent. Alors il l'a caché ailleurs. Évidemment. Madame, avec tout le respect que je vous dois, on ne peut pas fouiller tout le domaine sur une intuition. Si vous voulez déposer plainte, nous pouvons le documenter pour votre assurance. Partez, c'est tout. Elle fit un geste de la main. Inutile, tous les deux. Girard regarda Léandre pendant une longue seconde silencieuse, puis se pencha légèrement. Sa voix tomba à un murmure. Monsieur, désolé. On est obligé de se déplacer quand on nous appelle. Léandre hocha la tête. Vous avez fait votre travail exactement comme il le fallait, brigadier. Faites attention à vous. Les policiers partirent. Le hall retomba dans le silence, à l'exception du tic-tac de l'horloge ancienne. Bérénice fixait Léandre comme s'il venait de l'humilier personnellement. Puis elle disparut à l'étage. Le soir même, Léandre essuyait l'îlot central quand Cléo de Rochefort apparut, dans la cuisine. Elle était pieds nus, en pyjama, tenant un livre de sociologie. Chef Léandre. Il leva les yeux en souriant. Mademoiselle Cléo. Elle s'assit sur un tabouret et fixa le comptoir. Pendant un long moment, elle ne parla pas. Ses yeux étaient rougis. Je suis vraiment désolé pour aujourd'hui, pour la police. Elle fait ça. Elle fait ça à tout le monde. Ce n'est pas vous. Léandre plia son torchon lentement. La cuisine sentait le citron et le bouillon. Mademoiselle Cléo, j'apprécie. Vraiment. Sa voix était basse et assurée. Mais, c'est bien moi. C'est moi depuis que j'ai 14 ans et que je lave la plonge dans les banlieues. La seule chose qui change, c'est à quel point je suis préparé, pour la prochaine fois. Cléo leva les yeux. Préparé à quoi? Léandre sourit. Il poussa un bol de velouté de tomates chauds vers elle. Mangez votre soupe. Avant qu'elle ne refroidisse, mademoiselle Cléo. Elle prit la cuillère, hésita, puis mangea. Dehors, les projecteurs de sécurité s'allumèrent. À l'intérieur, Léandre vérifia discrètement son épingle de revers. Le témoin d'enregistrement clignotait au vert. Léandre savait exactement quel spectacle Bérénice préparait, car dans son ancienne vie, il avait fait tomber des gens comme elle, et il connaissait la règle d'or. Vous les laissez écrire le script eux-mêmes. Vous, les laissez jouer la pièce. Et ensuite seulement, vous sortez la bande. La nuit du gala des fondateurs, le domaine ressemblait à un décor de cinéma. 200 invités en smoking et robe de soirée. Des ministres, des PDG du CAC 40. Des lustres en cristal étincelant. Un quatuor à cordes jouant dans le jardin d'hiver. En cuisine, Léandre dirigeait un service de 7 plats comme une opération commando. 8 secondes, 4 commis, chaque assiette quittait le passe toutes les 90 secondes. Aucune n'est revenue. Et sur le cou de Bérénice de Rochefort, scintillant sous les lustres, pendait le collier Cartier. 4 millions d'euros encadrant sa gorge comme une condamnation. À 22h42, entre l'agneau et le plateau de fromage, Bérénice s'éclipsa. Je vais changer de chaussures, chérie. Elle embrassa Adrien sur la joue,
et monta par l'escalier dérobé. À 23h08, elle revint, souriante, portant un collier, différent, plus simple. Des diamants, oui, mais pas cela. Léandre le vit par le passe-plat. Il ne s'arrêta pas. Mais ses yeux fixèrent l'horloge et ses lèvres bougèrent dans un compte à rebours silencieux. À 23h53, un cri déchira l'étage. C'était le genre de cri que les femmes riches répètent sans le savoir. Théâtral, parfaitement synchronisé pour porter jusqu'au salon. Les verres se posèrent. La musique s'arrêta. Bérénice descendit l'escalier en pleurant, le mascara coulant, une main sur son cou nu. Il a disparu. Adrien, le collier. Quelqu'un était dans ma chambre. Adrien se leva, sidéré. Bérénice, calme-toi. Il était là. Elle pointa un doigt, tremblant vers Léandre qui venait d'apparaître, s'essuyant les mains sur un tablier blanc. Il y a 20 minutes, j'ai demandé au chef de m'apporter de l'eau minérale. Il était dans mon boudoir. Adrien fronça les sourcils. Chérie, c'était le majordome. C'était Régis. C'était le chef. Sa voix monta. Le noir, je l'ai vu. Le salon devint glacial. 200 visages se tournèrent vers Léandre. Bastien Morel s'avança avec la confiance d'un homme qui attendait son signal. Monsieur de Rochefort, j'ai le registre de sécurité. Le chef Vianne était dans le couloir de l'étage à 23h14. Je l'ai à la caméra. C'était un mensonge. Un mensonge parfait. Adrien regarda Léandre. Son visage était illisible. Fatigué. 2 gardes de Morel se saisirent de Léandre par les coudes et l'entraînèrent hors de vue des invités, dans le couloir de service derrière la cuisine. C'est là que le masque tomba. Le couloir était étroit, éclairé par des néons. Morel s'enferma avec eux. Léandre sentit le métal froid contre son dos. Vide. Tes poches, chef. La voix de Morel était basse. Enlève ta veste maintenant. Léandre garda une voix calme. Êtes-vous des officiers assermentés? Nous sommes sur une propriété privée. Tu feras ce que je dis. Je demande que la police soit appelée. La vraie police. Un des gardes attrapa le bras de Léandre et le lui tordit brutalement dans le dos. Léandre ne résista pas. Il se laissa aller, mou, comme l'enseigne chaque manuel de formation à l'interpellation. Je ne résiste pas. Je déclare clairement que je ne consens pas à cette fouille. Morel sourit. Il plongea la main dans la poche de la veste de Léandre et en sortit un petit sachet de velours. Le sachet n'était pas là 1 heure plus tôt. Morel vida le contenu dans sa paume. Un diamant jaune, 4 carats, serti dans un fragment de platine, comme arraché de la monture Cartier. Eh bien, Morel sourit. T'es fini, chef. La porte s'ouvrit. Bérénice entra. Seule. Elle ferma la porte à clé. Le couloir sentait la lessive et son parfum cher. Pour la première fois, elle regarda Léandre droit dans les yeux. Plus de larmes, plus de tremblements. Juste du mépris. Tu pensais vraiment pouvoir entrer dans ma maison, dit-elle doucement, et jouer au grand chef? Vous êtes tous les mêmes. La seule différence, c'est celui qui finit par se faire prendre. Elle s'approcha, ses talons claquant sur le béton. Tu sais ce qui va t'arriver? Demain matin, tu seras Fleury-Mérogis. La semaine prochaine, tu seras la risée de la presse locale. Le mois prochain, mon mari et moi serons sur notre yacht à Saint-Barth en buvant du rosé, et personne ne se souviendra de ton nom. Puis, elle le gifla. Pas une gifle pour faire mal. Une gifle pour humilier. La main ouverte, de toutes ses forces. La tête de Léandre tourna sous l'impact. Il ne leva pas la main. Il ne flincha pas. Il tourna simplement son visage vers elle. Et pendant une seconde, ses yeux n'étaient plus ceux d'un chef. C'étaient les yeux de l'homme sur la photo de son appartement. L'homme qui avait serré la main du directeur de la gendarmerie. Bérénice ne le vit pas. Elle tournait déjà les talons, essuyant sa main sur sa robe de satin comme si elle avait touché quelque chose d'impur. Sortez-le de chez moi. Elle sortit dans le silence. Les seuls sons étaient le bourdonnement des néons et la vibration contre la poitrine de Léandre. Sa montre connectée confirmait que chaque mot, chaque geste, chaque souffle dans ce couloir venait d'être téléchargé sur un serveur sécurisé de la gendarmerie nationale. La police arriva à Zéroun. La capitaine Nadia Belkacem dirigeait l'intervention. Une femme d'une 40aine d'années, au regard d'acier. Ancienne de la BRB, brigade de répression du banditisme. Elle avait été tirée d'un dîner tardif, pour ce que le central avait qualifié de vol domestique prioritaire. 4 millions d'euros. Elle vit le chef en veste blanche tenu par 2 vigiles et sa mâchoire se crispa d'une manière familière. Morel lui tendit le sachet et l'histoire fabriquée. Bérénice, de retour en mode actrice,
sanglotait dans le hall. Nadia regarda le diamant, puis Léandre. Elle lui lut ses droits sur le sol. En marbre devant les invités horrifiés. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous. Léandre parla. Calmement, d'une voix claire. Capitaine, j'invoque mon droit au silence. Je demande un avocat. Je ne consens à aucune fouille supplémentaire de ma personne, de mon véhicule ou de mon domicile. Je souhaite que cela soit consigné. Merci, madame. Nadia cligna des yeux. En 22 ans de police, elle n'avait jamais entendu un employé de maison lui réciter une invocation de droit dans la séquence. Légale parfaite, calme comme un dimanche matin. Elle nota cela dans un coin de sa tête. Alors qu'on emmenait Léandre vers la voiture, les mains menottées, il lança à Cléo. Dites à votre père de vérifier la date de déclaration d'assurance. Dites-lui exactement ça. La date de déclaration. La portière se ferma. Au commissariat, on le traita selon la procédure. Empreinte, photo, inventaire. Nadia l'observait à travers la vitre sans teint de la cellule de garde à vue. Il était assis, le dos droit, respirant lentement. Pas prostré, pas agité. Juste en attente. Son partenaire s'approcha. Nadia, ça va? Elle ne quitta pas. Léandre, des yeux. Sors-moi son dossier complet. National, militaire, tout. Passe-le. 2 fois. Un coupable ne se tient pas comme ça, Greg. Elle fit une pause. C'est comme ça qu'un agent de l'État se tient. À 1h47, Léandre fit son unique appel téléphonique. Il n'appela pas d'avocat. Il n'appela pas son agence. Il composa de mémoire un numéro avec l'indicatif de Paris. Une voix d'homme répondit, alerte malgré l'heure. Damien, c'est Léandre. Code. Pain au levain. Je suis en garde à vue. Active le protocole. Silence. Ah. L'autre bout. Un soupir. Combien de temps il te faut? 6 heures. Tu en auras 4. La ligne coupa. Nadia regardait Léandre. Elle se tourna vers son collègue. Quel genre de chef appelle quelqu'un à 2 du matin avec un nom de code? Elle eut sa réponse 26 minutes plus tard. Un fax sécurisé de la gendarmerie arriva, marqué urgent liaison au CBC. Le brigadier de garde le posa devant Nadia. Elle ouvrit le dossier. Elle ne parla pas pendant une minute entière. À l'intérieur. Un état de service de la gendarmerie, 6 ans. Unité d'élite 2. Lutte contre le trafic de biens culturels. Agent principal sur 3. Récupérations internationales de bijoux. 2 citations pour acte de bravoure. Médaille de la gendarmerie. 86 millions d'euros de tableaux impressionnistes, récupérés auprès d'un réseau européen. Retraité avec les honneurs il y a 6 ans après le décès en service de son épouse, la lieutenante Saravia. Photo. Jointe. Même regard, même mâchoire, même homme assis en cellule dans une veste. De chef froissé. Nadia ferma le dossier. Elle se leva, ouvrit la cellule et entra. Monsieur Vian, ou préférez-vous lieutenant Vian? Un petit sourire fatigué apparut sur son visage. Léandre, c'est très bien, capitaine. Je suis à la retraite. Elle posa le dossier près de lui. Pourquoi ne pas l'avoir dit? Dans le hall? Ça aurait pris 30 secondes. Léandre regarda ses mains. Parce que si je l'avais fait, elle aurait appelé ses avocats. Le diamant dans ma poche aurait disparu. L'après, déclaration d'assurance faite avant le vol aurait été retirée en silence. Les 2 victimes précédentes seraient restées enterrées, et elle l'aurait refait dans 6 mois au prochain noir qui entrerait dans sa cuisine. Il fit une pause. J'avais besoin qu'elle s'enferme dans son propre mensonge. Ce soir, elle l'a fait. Nadia expira longuement. Ok, dites-moi ce que vous avez. Ce qui suivit fut la démolition la plus méthodique que Nadia Belkacem ait vue. En 22 ans de métier. Léandre parla pendant 43 minutes. Calme, précis. Évidence. Numéro 1. Enregistrements audio. 3 mois de documentation continue, incluant Madame de Rochefort dans le couloir de service ce soir proférant des menaces raciales et avouant avoir déjà fait cela. Nadia haussa les sourcils. Elle vous a giflé? Oui, madame. C'est sur la bande. Audio seulement, mais l'impact est clair. Et il y avait 2 témoins, ses propres gardes. Ils parleront dès qu'on leur proposera une immunité contre un témoignage. Numéro 2. Vidéo de caméra embarquée. Mon véhicule garé sur le parking de service a une vue directe sur l'entrée arrière. À 23h14 ce soir, Bastien Morel a chargé un sac de sport noir dont les dimensions correspondent au coffret Cartier dans un 4x4 immatriculé au nom de jeune fille de sa défunte mère. 40 minutes avant que le vol ne soit signalé. Numéro 3. Le diamant planté dans ma poche. Léandre sourit. C'est une réplique en oxyde de zirconium. La taille est mauvaise. La brillance est décalée de 9%. Le vrai collier est dans un box de
Stockage à Louveciennes, box Bout 12. Morel s'y est rendu directement après le gala. Numéro 4. Madame de Rochefort a déposé une déclaration de perte auprès de sa compagnie d'assurance hier matin à 9h42, soit 14 heures avant que le vol ne soit commis. C'est une fraude à l'assurance préméditée. Léandre croisa les mains. J'ai tout. Triple sauvegarde sur un serveur sécurisé de l'OCBC. Le commissaire Damien Laroche a déjà une copie. Au moment où nous sortons de ce bureau, capitaine, ce dossier sera déjà entre les mains d'un procureur de la République. Nadia le regarda longtemps. Elle appuya sur l'interphone. Centrale, ici Belkacem. 3 mandats de perquisition immédiats, le domaine de Rochefort, le domicile de Bastien Morel, et le garde-meuble B12 à Louveciennes. Contacté, le parquet. C'est devenu une affaire nationale. Elle se tourna vers Léandre. Monsieur, je vous présente mes excuses. Léandre secoua la tête. Vous n'avez rien à vous reprocher, capitaine. Vous avez fait votre métier. Ceux qui me doivent des excuses. Il se leva, vont être très occupés. La porte de la cellule s'ouvrit. On lui rendit sa veste, repassée. Dehors, l'aube pointait sur les Yvelines. La traque commençait. À 7h14, un convoi franchit les grilles du domaine. 2 voitures de police, un SUV noir banalisé de la gendarmerie, un expert de la compagnie d'assurance, et, dans la voiture de Nadia, Léandre Vian. Bérénice ouvrit la porte en peignoir de soie. Elle attendait un appel de félicitations. Elle vit les insignes, elle vit Léandre. Son visage devint livide. Qu'est-ce qu'il fait ici? Nadia leva. L'ordonnance. Madame de Rochefort, voici le commandant Damien Laroche de l'OCBC. Nous avons un mandat de perquisition. Voici un mandat d'arrêt. Et voici l'ex-lieutenant Léandre Vian, consultant fédéral sur l'enquête pour fraude et dénonciation calomnieuse que vous avez initiée hier soir. Écartez-vous, madame. Bérénice bégaya. C'est un malentendu. Écartez-vous. Les gendarmes s'engouffrèrent dans le hall. L'odeur des lits se mêla au cliquetis du métal des mallettes de preuve. Elle essaya tout. J'étais confuse. J'avais bu. Il a dû placer 16 micros. Adrien de Rochefort apparut en haut de l'escalier, le visage gris de fatigue. Il regarda le mandat, l'insigne, et Léandre. Il descendit lentement. Il ne regarda pas sa femme. Il alla droit vers Léandre. Monsieur Vian. Chef, sa voix trembla. Je vous présente les excuses les plus sincères qu'un homme puisse faire. J'aurais dû le voir. Je l'ai vu, et j'ai choisi de fermer les yeux. Je suis tellement désolé. Léandre hocha la tête. Monsieur, vous ne pouviez pas savoir. C'est là le problème, mon fils. Les yeux d'Adrien étaient humides. Je savais. Je ne voulais juste pas l'admettre. Il se tourna vers sa femme. Pour la première fois en 22 ans de mariage, il cria, 22 ans, Bérénice. Je t'ai donné mon nom. 3 fondations. Et qu'est-ce que tu en as fait? Tu as utilisé mon nom comme une arme contre des gens qui te servaient. Tu as fait une déclaration d'assurance avant même le vol. On nous volait. Je devais le faire. Personne ne volait. C'était toi. Adrien se tourna vers son avocat. Personnel présent. Gilles, tout de suite. Gèle tous les comptes joints. Annule toutes ses cartes de crédit. Dépose la demande de divorce avant midi. Et verse 10 millions d'euros à la Fondation Culinaire Vianne. Bérénice s'effondra contre la rampe. Adrien la regarda une dernière fois. Tu l'as traité de voleur dans ma maison, devant ma fille. Il n'y a plus aucune version de cette histoire où je reste ton mari. Cléo était sur le palier. Elle descendit, passa devant sa mère comme si elle était un meuble, et s'arrêta devant Léandre. Elle lui prit la main. Merci de ne pas avoir plié, chef. Elle sortit sous le soleil du matin. Derrière eux, la radio de Nadia grésilla. Collier Cartier récupéré intact à Louveciennes. 180 000 euros en liquide trouvé chez Morel. Il est en garde à vue. Nadia sortit ses menottes. Bérénice de Rochefort, vous êtes en état d'arrestation pour dénonciation calomnieuse, vol aggravé et fraude à l'assurance. Le clic des menottes résonna à 8h11. Le même son, au même endroit, que celui entendu 9 heures plus tôt. Mais sur les bons poignets cette fois. À midi, les chaînes d'infos étaient devant la grille. L'enquête révéla que Bérénice avait déjà fait cela 2 fois. 2 ans plus tôt, une gouvernante hondurienne nommée Marisol avait été renvoyée après la disparition d'une broche en émeraude. Marisol n'avait pas d'avocat, elle avait signé un accord de confidentialité et disparu. L'assurance avait versé 900 000 euros. L'année d'avant, une employée nommée Denise avait été arrêtée. Elle avait purgé 18 mois de sursis et perdu tout droit de travailler. L'assurance avait versé 1 700 000 euros. Toutes 2 étaient des femmes de couleur. Bérénice les avait choisies, car elle pensait que personne ne les croirait.
Le procès dura 6 semaines. Bérénice refusa tout accord car elle refusait de recevoir des leçons d'un procureur. Elle entra au tribunal en tailleur Chanel, la tête haute. À la 3e semaine, elle ne la levait plus. Léandre témoigna, le 8e jour. L'avocat de la défense essaya de le briser. « Monsieur Vian, n'est-il pas vrai que vous avez cherché une cliente riche pour régler vos comptes personnels ?» Léandre attendit 5 secondes de silence. « Maître, j'ai passé 6 ans à mettre des menottes à des gens qui ressemblent exactement à votre cliente. Je n'ai pas eu besoin de la piéger. J'ai juste eu à la laisser être elle-même. » La salle retint son souffle. Bérénice fut reconnue coupable des 14 chefs d'accusation. Le verdict tomba 3 mois plus tard. 12 ans de prison ferme. 6 millions d'euros de dommages et intérêts pour Marisol, Denise et Léandre. Saisie de 18 millions d'euros d'actifs personnels. Bérénice s'effondra. Les caméras filmèrent sa sortie, le mascara coulant, montant dans un fourgon cellulaire. Adrien vendit le domaine et fit don du produit à des associations d'aide juridique pour les employés de maison. La Fondation Culinaire Vian, créée en mémoire de sa femme, Sarah pour aider les jeunes de quartier à entrer en école de gastronomie, reçut des millions de dons. 1 an plus tard, un petit restaurant ouvrit dans une rue calme de l'Est. Parisien. 38 couverts. L'enseigne disait simplement « Magnolia et fonte ». Magnolia pour la fleur préférée de sa femme, fonte pour la poêle de sa grand-mère. À 18, la file d'attente faisait le tour du pâté de maison. À l'intérieur, Léandre dirigeait la cuisine, tablier propre, voix calme. Ces seconds étaient tous des boursiers de sa fondation. En salle, Cléo de Rochefort portait le tablier noir. Elle avait commencé à la plonge pour apprendre. Elle appelait Léandre chef. Il l'appelait Mademoiselle Cléo. Les clients pensaient qu'elle était sa fille. Ils ne démentaient plus. Bérénice était à Fleury-Mérogis, purgeant sa première année. Ses appels avaient été rejetés. Son cercle social l'avait oublié. Léandre consultait toujours pour l'OCBC, formant 3 nouvelles agents, des femmes issues de la diversité qui avait lui-même parrainé. L'histoire s'achève un mardi soir. Léandre est seul en cuisine. Son téléphone vibre. Un SMS d'un nouveau commis de 23 ans. « Chef, juste merci de me traiter comme un homme. Personne ne l'avait fait en cuisine avant. » Léandre répondit, « Tu ne me dois rien. Tu le dois au prochain qui passera cette porte. » Il éteignit la lumière. Dehors, la pluie d'automne tombait sur Paris. Léandre sourit, remonta son col et rentra chez lui. Il n'avait pas gagné parce qu'il était un ancien agent. Il avait gagné parce qu'il savait que la dignité ne vous est pas donnée par ceux qui vous détestent. La dignité est ce que vous gardez en vous, en continuant à cuisiner, à documenter et à rester debout jusqu'à ce que la vérité rattrape le mensonge. Elle finit toujours par le faire. Il suffit de laisser la bande tourner. Et vous? Si vous aviez été à sa place, auriez-vous parlé plus tôt? Ou auriez-vous laissé Bérénice se pendre avec sa propre corde? Dites-le. Commentaire. Aimez, partagez, car la semaine prochaine, nous raconterons l'histoire d'un technicien de surface méprisé dans l'ascenseur par une vice-présidente, qui s'est avéré être l'homme dont la signature figurait sur son contrat d'embauche. Restez bienveillants. Faire le bien en silence reste la plus grande des victoires. À la semaine prochaine.